BFM Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes toujours dans le 19 avec mon invité, le général Patrick Dutart. Bonsoir, merci d'être avec nous. Donc, vous êtes le général de l'armée de l'air, vous êtes un des très fins connaisseurs de ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que merci d'être là. Et avec vous, face à vous, Mathieu Jolivet, éditorialiste de BFM Business. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Edwige, bonsoir. Je recommande les chroniques et les podcasts de Mathieu Jolivet, toujours très très instructifs sur ce qui se passe. On a le sentiment, Patrick Dutart, ou général Patrick Dutart, que, en fait, que ce sont les Iraniens là qui sont en train d'avoir la main. On a entendu les déclarations, évidemment, du président Trump disant qu'il faut un accord qui soit formidable ou un accord qui sera inacceptable. Et puis en même temps, on voit les affaires étrangères iraniens qui commencent à dire, nous, il faut on récupère nos avoirs gelés, il faut un droit de passage sur le détroit d'Ormuz, il faut ceci, il faut cela. On se demande un peu qui a la main aujourd'hui. Je pense qu'un peu des deux. En fait, ce qui est sûr, c'est que le président Trump a la main sur le bouton. Il peut déclencher les frappes à nouveau et une grosse campagne, en fait, à tout moment. Ça, il a mis en place tous les moyens qu'il fallait et en même temps, Centcom a préparé tous les scénarios possibles. Ça, c'est la première chose. Mais effectivement, on sent d'un autre côté qu'il n'a pas vraiment envie d'y aller. Enfin, et on peut le comprendre. Nous, on préfère aussi qu'on trouve une solution, entre guillemets, pacifique, en tout cas par négociation. Et là, il y a un bras de fer, effectivement, de la négociation qui n'est pas simple parce que les Iraniens sont extrêmement durs en négociation, on le sait. Et il y a trois enjeux principaux, en fait. Bien sûr, les détroits d'Ormuz, bien sûr, l'uranium, mais celui-là, il peut se traiter, en fait, un peu dans le temps. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir 60 jours, comme on entend ici ou là, pour traiter ce problème de l'uranium, même si, à mon avis, il n'y a aucune urgence, parce que l'uranium qui a été enrichi, il est enfoui, à mon sens, sur des centaines, pour ne pas dire des milliers de tonnes de gravats. Donc, on a peu de chances qu'ils s'en servent rapidement. Donc, ce n'est pas la priorité. En revanche, les détroits d'Ormuz nous concernent toutes et tous dans notre quotidien, concernent tout le monde, les Occidentaux, les pays arabes. Alors ça, c'est un sujet. Et le troisième, qui n'apparaissait pas clairement, c'est effectivement les avoirs gelés. On sent que c'est un sujet extrêmement sensible pour les Iraniens. Et c'est, à mon sens, c'est ce qui fait un peu reculer les négociations. On va revenir là-dessus avec Mathieu Jolivet. Juste un point que je partage complètement avec vous, c'est qu'on dit que Donald Trump, il peut appuyer sur le bouton, mais en même temps, il ne reparle plus du tout de guerre. On a le sentiment qu'il est passé à autre chose. Comment vous l'expliquez ? Alors, c'est difficile de lire du Trump, ce qui est passé de gauche à droite. Non, parce que il sait qu'il peut le faire, mais il n'a pas forcément envie, parce que je pense qu'il a aussi, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait croire, un vrai souci de la vie humaine, tout simplement. On est passé pas loin lorsqu'on a perdu les deux équipages, on a perdu le F-15E, et que les deux équipages ont été récupérés, mais c'était absolument une opération extraordinaire, mais qui aurait pu beaucoup moins bien se passer. Donc, il ne veut pas prendre trop de risques non plus, mais je pense qu'il ne se l'interdit pas non plus. Donc, quand il disait la semaine dernière qu'il était à 1 heure de déclencher une nouvelle vague d'hostilité, je pense que c'était vrai. Oui. Je parle sous le contrôle du général Dutart, mais je crois que l'enseignement des premières frappes il y a 3 mois israélo-américaines, c'est que les seules interventions et opérations aériennes ne suffisent pas. On a vu notamment après ça ne suffit pas. Pourquoi, en fait de ce que j'ai compris, il faut déjà derrière, on a une structure de commandement iranienne qui est totalement éclatée dans tout le pays, où si vous décapitez une tête quelque part, vous avez 10 solutions qui sont éclatées au niveau territorial. Donc, il y a 10 plans B dès qu'on coupe une tête. Et derrière, de ce que j'ai compris, il y a un besoin d'appui, notamment terrestre, en plus des forces aériennes. Et là, on arrive sur un autre morceau. Et effectivement, comme vous le rappeliez, Donald Trump a quand même en tête les précédents, évidemment, du Vietnam, mais aussi de l'enlisement afghan, de l'enlisement irakien, etc. Et il ne veut pas
à titre personnel et aussi à quelques mois des mi-termes et vis-à-vis d'une opinion publique américaine très rétive à ces opérations lointaines, il ne veut pas s'aventurer sur ce schéma-là. En plus, il vient de dégainer sa stratégie de défense nationale et sa fameuse doctrine d'Unruh, dans laquelle, et ça c'est vraiment sa philosophie intime, qui est tout ce qui est loin de chez lui, c'est pour les autres. En revanche, tout ce qui se passe dans son hémisphère à lui, ça le concerne. C'est lui le shérif du nord au sud du continent. Il y a eu quand même au début de cette guerre, depuis le 28 février, il y a eu quand même des interventions extrêmes aériennes très fortes. Je rappelle que vous êtes général de l'armée de l'air. Mais c'est vrai qu'on là, on se demande, si vous voulez, c'est des rapports de force. Vous l'avez dit, les Iraniens sont très très forts, surtout en diplomatie étrangère. Et pourquoi ils n'envoient pas encore, vous voyez, quelques vols pour faire plier les Iraniens? Alors, bien sûr, si on voulait se contenter d'une campagne aérienne pour changer un régime, mais personne, en fait, de censé pensait qu'on allait changer un régime. C'était le point de départ, pardonnez-moi. C'était l'uranium et changer de régime. Non, l'uranium, ça c'est clair. Et ça, à mon avis, l'enrichissement de l'uranium, on devrait être tranquille pour un certain temps. Affaiblir le pouvoir de nuisance de l'Iran, et ça a été atteint, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup quand même, on voit ce qu'ils avaient accumulé comme missiles longue portée, notamment tous les missiles qui tombaient sur Israël, les missiles intermédiaires et ces fameux drones Shahed, il en a tiré quand même des centaines, pour pas dire des milliers. Donc ça, il y en a une énorme partie qui a été détruite. Combien, on ne sait pas encore complètement, ça c'est clair, parce qu'il y a un défaut. Ils sont en train de reconstituer leur stock, en tous les cas, c'est ce qu'ils disent. Non, vous n'y croyez pas. C'est ce qu'ils disent, c'est pas possible, parce que l'industrie aussi de fabrication a été vraiment mise à mal. Il peut y avoir une ou deux usines enterrées, ou en tout cas sous terre, qui permettent de produire des Shahed. Dans un certain nombre. Et d'ailleurs, il faudrait couper le cordon ombilical avec la production à la fois de puces qui permettent de guider ces Shahed et à la fois les moteurs. Et donc ça, les objectifs militaires, pour beaucoup, ils ont été atteints. Par contre, là où Trump, à mon avis, n'a pas analysé suffisamment, c'est les conséquences du détroit d'Ormuz. Il n'a pas envisagé ça. Ils ont quand même décapité une partie quand même de la gouvernance des gardiens de la Révolution. Ça, c'était un objectif. Oui, mais les Pesdaran sont revenus en masse. Oui, tout à fait. Mais enfin, bon, il y a eu quand même un certain nombre de personnalités. Et ça, c'était un choix d'Israël. Israël aussi poussait pour ça. Donc, ces objectifs-là, ils peuvent se poursuivre, si vous voulez, en fait, on pourrait libérer par la force du détroit d'Ormuz, mais effectivement, il recule. Si c'était pour un changement de régime, évidemment qu'il faudrait des forces terrestres, mais il n'est pas question de s'engager là-dedans pour l'instant. Et ce qui est intéressant, c'est que même la priorité, là, vous avez totalement raison, la priorité, c'est une priorité aussi pour l'économie mondiale, c'est de débloquer ce satané détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, ça c'est assez dévastateur. Je ne sais pas si vous avez vu. On va revenir, pardonnez-moi, sur le détroit d'Ormuz. Juste avant, je voudrais vous donner quelques précisions, si vous les avez, Mathieu, sur ce que vous disiez, c'était un des 3 points sur les avoirs gelés. Parce que là, ils ont, je crois, 12 milliards qui sont gelés au Qatar. Il y a entre 100 et 120 milliards qui sont le montant des avoirs totaux. Et les Iraniens disent, on veut récupérer nos avoirs gelés. En fait, il s'agit de capitaux iraniens qui ont été gelés à travers plusieurs vagues de sanctions qui ont commencé sous Obama en 2010. Et à l'époque, en fait, vous avez tous les avoirs de la Banque centrale iranienne qui ont été gelés à l'échelle mondiale. Et le Wall Street Journal a enquêté là-dessus. Pour l'instant, c'est la seule source que j'ai, le Wall Street Journal, qui nous dit qu'il y aurait un compte des avoirs gelés de 6 milliards au Qatar, 1 milliard à Oman. Vous auriez 15 milliards d'avoirs gelés qui seraient juste à côté de Oman, 7 milliards en Inde. Et alors là, c'est un peu plus flou, mais il y aurait aussi des fonds iranien en Chine. Vous savez que la Chine est quand même le premier client, notamment énergétique de l'Iran, qui se chiffrerait en plusieurs dizaines de milliards de dollars aussi. C'est-à-dire c'est un enjeu très très important. C'est à peu près un tiers, juste pour dire, c'est 120 milliards d'avoir gelé. Dans le scénario où on débloquerait tout, c'est à peu près un tiers du PIB iranien aujourd'hui. Et on sent que c'est un peu de la nitroglycérine aussi pour Washington, parce que imaginez une telle quantité d'argent débloquée d'un jour du jour au lendemain pour l'Iran. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Comment faire en sorte que ça ne vienne pas notamment financer, donner aussi un bol d'air à ces proxys qui ont été affaiblis, notamment pour financer le Hezbollah? Voilà, ça soulève quand même des questions très sensibles. Sachant que les Iraniens estiment que les destructions qui ont été causées par les Israéliens et les Américains, c'est de l'ordre de 270 milliards de dollars. Donc c'est quand même... C'est bien pour ça qu'on parle de campagne aérienne qui a servi à pas grand-chose. Excusez-moi, 270 milliards de construction et de matériel, c'est quand même pas rien.
Et donc, ça prouve qu'elle était plus efficace qu'on imaginait. Par contre, on n'a pas été jusqu'au bout. Mais on peut le comprendre. Moi, je ne suis pas du tout un va-t-en-guerre, bien au contraire. Et je pense que l'uranium, on est tranquille pour un certain temps, même s'il faudra rester vigilant. Et par contre, les 3 d'Ormuz, les scénarios, ils n'avaient pas envisagé. Et ils auraient dû, à mon avis. Et la campagne aérienne, que les choses soient claires, n'a pas été centrée sur le détroit d'Ormuz au départ. Non. Donc ça, c'est une possibilité, mais j'espère qu'elle ne sera pas forcément utilisée. Mais c'est une possibilité si on doit déverrouiller ce détroit. Oui, mais parce que lorsqu'on voit que le blocage du blocage, donc qui a été instauré par les Américains, finalement, il ne sert pas. Il y a des images, je ne sais pas si on peut les voir pour ceux qui nous regardent à la télévision, qui sont absolument incroyables, de nouvelles images sur le nombre de bateaux qui sont coincés dans le détroit d'Ormuz. C'est absolument... on les a vus tout à l'heure. Je crois qu'elles sont produites par Reuters. Là, on peut les voir pour ceux qui nous regardent. Mais c'est étonnant qu'ils n'aient pas réussi à forcer ce détroit d'Ormuz et à envoyer, comme vous dites, je ne sais pas moi... Non, mais alors, ils n'ont pas réussi. En fait, par la voie des airs. Ils n'ont pas eu la volonté vraiment de commencer la bataille d'Ormuz. Pour moi, il n'y a pas eu de bataille d'Ormuz encore. Il y a eu je ne sais pas, parce qu'ils voulaient peut-être trouver une autre solution, parce qu'il y avait eu le cessez-le-feu. Et c'est juste quasiment un petit peu avant le cessez-le-feu que le détroit a été bloqué. Donc, ils ne voulaient pas rompre ce cessez-le-feu. Je vous rappelle quand même, il y a 3 destroyers qui sont rentrés, qui sont sortis dans le détroit d'Ormuz. Vous imaginez bien que le rêve de tout gardien de la Révolution ou de toutes ces milices, c'était de toucher, voire de couler un de ces bateaux. Et c'était en phase 2, c'était à 15-20 km. Et donc, ils ont envoyé des vedettes rapides qui se sont fait couler. Ils ont envoyé des drones. Et en fait, ces destroyers sont passés presque impunément. Donc, s'il y avait une vraie volonté, il y aurait des risques, c'est évident. Il pourrait y avoir des dégâts, mais ce n'est pas du tout impossible, contrairement à ce que certains disent. Mais une des leçons que je trouve passionnante dans ce blocage du détroit d'Ormuz, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, c'est très facile à bloquer, un détroit d'Ormuz. Et ils ont activé ce levier de manière assez intelligente, finalement, les Iraniens, parce que là, on est dans une guerre psychologique. On se rend compte qu'à partir du moment où vous instillez le doute sur une éventuelle action, une éventuelle frappe, plus personne ne veut y aller. Et depuis 3 mois, vous avez eu quand même 2 ou 3 fenêtres de tir où vous avez les Américains qui ont dit « c'est bon, vous pouvez commencer à y aller ». À cette époque, moi, j'ai appelé tous les armateurs que je connaissais. Il n'y en a pas un qui voulait y aller. Donc, si vous voulez, à partir du moment où vous instillez ce doute, oui, je crois qu'il y a à peu près 5 détroits de par la planète. Donc, si vous voulez, ça peut être donner des idées à d'autres. Parce que là, on voit bien que les Iraniens, ils disent bah, « tiens, on va faire comme Panama ». Donc, ils veulent un droit de péage, ce qui est illégal au regard du droit international. Mais en même temps, on est quand même très, très loin du droit international de tous les côtés. On peut dire ça comme ça. On peut faire la même chose à Gibraltar. On peut faire ça au large de Brest, vous savez, pourquoi pas. On peut tout imaginer. À Malacca, là, vous avez 2 fois plus de trafic qu'à Ormuz. Oui, à Malacca, c'est 80 000 bateaux qui passent par le détroit de Malacca, alors que c'est que, entre guillemets, 40 000 qui passent par le détroit d'Ormuz. Facilement, le détroit de Malacca, même si ça demande un détour. Mais il y a Singapour en face. Singapour, ils n'ont pas envie que le détroit soit... Au pied levé, pardon, Général Dutart, si c'est une colle pour vous, mais quel jugement vous portez sur l'armée américaine? Il y a une chose que cette guerre a révélée, c'était la faiblesse un peu sidérante de l'armée au sens large et de la marine notamment anglaise, britannique. Oui. Vous, quand vous regardez, là, vous avez les images maintenant depuis 3 mois sur l'armée, les forces américaines. Qu'est-ce que vous dites? Non, alors les forces américaines font le job, mais quand vous regardez bien, ils n'ont jamais été inquiétés directement sur leur base. C'est-à-dire qu'il y a un déficit de défense, de protection aérienne. C'est la seule chose. Ils sont tous avant tout de l'armement offensif, mais peu défensif en fait, parce qu'ils n'ont jamais été inquiétés, même pendant la guerre du Golfe numéro 1, à laquelle j'ai participé. Il y avait quelques Scuds qui arrivaient, d'ailleurs, qui ont tué des soldats, notamment à Daran, où je crois que c'est un Scud qui est tombé sur une cafétéria dans laquelle il y avait des soldats américains. Je crois qu'il y a 30 soldats qui ont été tués. Mais la défense antiaérienne, donc on a les fameux patriotes qui font le job, en partie. Mais par contre, là où on a tous péché, en fait, par somnolence ou observation ou létalité, je ne sais pas quel mot on peut utiliser, mais l'observation qu'on a du théâtre ukrainien, 4 ans, plus de 4 ans de guerre où tous les jours il y a 100, 200, 500, 600 drones qui survolent ce territoire
et on n'a pas les moyens de défense aérienne adaptés. Ouais. Je dis bien adapté. On sait faire, bien sûr, avec n'importe quel chasseur, détruire ce type de drone. Par contre, ça coûte beaucoup trop cher. Il faut absolument, et c'est en cours, j'espère, qu'on développe les drones anti-drones à moindre coût. Oui, c'est ce que font les Ukrainiens. Mais je vous remercie, ça fait la liaison avec l'autre guerre. J'ose pas dire oubliée, parce que quand même, elle redevient beaucoup sur le devant de la scène. Juste avant un point, Mathieu Jolivet, quelles conséquences on a vu que le prix du baril de Brent, là, c'est un peu détendu. Alors ce matin, il a chuté pour repasser sous les $100. C'est ça. Mais bon, une fois de plus, les espoirs d'un accord de paix annoncé dans la journée ont été douchés. Donc là, ça se retend à nouveau. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que avant l'intervention, l'opération israélo-américaine, il y a 4 mois pile, hein, j'ai regardé, c'était le 25 janvier 2026. Le baril de Brent était à $60. Aujourd'hui, on navigue autour des $100. Vous avez 1/5 de l'approvisionnement pétrolier mondial qui passe par ce détroit d'Ormuz. Surtout vers l'Asie, quoi. Ouais. Voilà. Et dernière chose aussi à garder à l'esprit, c'est que quand bien même on débloquerait aujourd'hui le détroit d'Ormuz, et ça, c'est un observateur de premier plan qui m'expliquait ça il y a quelques jours, il faudrait au moins 4 à 6 mois pour retrouver la fluidité du trafic d'avant-crise. 4 à 6 mois. Ouais. Donc, de toute façon, on aura des marchés pétroliers qui vont rester tendus, sachant qu'au niveau de l'administration Trump, on s'accommoderait d'un baril à $80. Bien supérieur à celui d'avant la guerre. En fait, $80, ça accommoderait l'administration Trump. Ça serait déjà moins pire, comme on dit. La Russie... Tout d'un coup, on a l'impression qu'on est un peu... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que on dit que le président de Chine, le président chinois, en fait, a eu le sentiment que Vladimir Poutine était venu lui dire qu'il était en train de perdre la guerre? Je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Mais vous avez vu ce missile Oreshnik qui est tombé en Ukraine. On a l'impression qu'il y a un peu une fuite en avant de Vladimir Poutine, parce que lorsqu'on regarde, on a le sentiment que l'Ukraine est en train de remporter la bataille. En tout cas, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot. Oui, et puis le président Macron a utilisé cette formulation que vous venez de donner, c'est effectivement cette fuite en avant, cette force de fuite en avant. Pourquoi alors le président Poutine a fait cette campagne, enfin ces raids aériens, c'est quand même 600 drones et 90 missiles balistiques qui ont été envoyés, notamment en périphérie de Kiev, avec les dégâts qu'on a pu observer. Et dans l'un de ces missiles, il y avait le fameux Oreshnik. Alors, qu'est-ce que c'est que le missile Oreshnik? Par rapport à un Iskander, qui est l'ancien Scud, en fait, ces missiles qui avaient été déployés par la Russie et l'URSS. L'Iskander, ça va entre 300 et 700 km. Et le missile Oreshnik, c'est un missile de portée intermédiaire qui va de 800 km à 5000 km. Donc ces missiles avaient un peu disparu depuis la crise des Pershing, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 80, où il y avait presque une confrontation. On était à 2 doigts en fait, d'avoir une crise nucléaire sur le sol européen. Et il y avait des accords qui avaient un peu supprimé ces types de missiles intermédiaires. Et là, l'Oreshnik, c'est un nouveau déploiement de ce type d'engin. Alors, la première particularité, donc, c'est sa portée. Il va jusqu'à 5000 km, théoriquement. La deuxième chose, c'est qu'il est hypersonique, c'est-à-dire qu'il dépasse Mach 10. Plus de 10 000 km/h. La troisième chose, c'est qu'il est à la fois nucléaire, il peut emmener une nucléaire, une bombe d'un certain tonnage, et classique, ce qui était le cas à 3 reprises. Et la quatrième chose, c'est qu'il est multitête. Multitête, ça veut dire, on appelle ça la technique MIRV, c'est-à-dire quand vous rentrez en atmosphère, vous avez 6 sous-ensembles qui se séparent. Et dans chaque sous-ensemble, il y a 6 objets métalliques, parce que là, ce n'était pas de l'armement pur, mais qui peut faire beaucoup de dégâts. Donc, si vous regardez les images, c'était extrêmement spectaculaire. Et ça, c'est très, très difficile à intercepter. Même nos amis les Israéliens n'arrivent pas à intercepter ce type de missile quand il y en a 2 ou 3 qui ont été tirés de l'Iran sur Israël. On a vu aussi des pertes, des choses importantes, beaucoup de décès et de blessés dus à ces têtes qui arrivent comme ça en grappe, notamment sur les... Et c'est un missile qui est construit par les Russes depuis longtemps ? Non, celui-là, il est assez récent parce que oui. Il y a 2 ans, la première chose, c'était, je sais plus, en juin 2024, qu'on avait vu ce premier missile qui avait été tiré dans la zone de Zaporizhzhia. Et la première fois qu'on le voyait, qui avait impressionné d'ailleurs, et c'était un des premiers prototypes. Et maintenant, c'est la 3e fois qu'il est envoyé. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, c'est un coup de colère du président Poutine,
parce qu'il y a 4-5 jours, il y a eu un raid d'envoi dans la profondeur des Ukrainiens, ce qui est nouveau, ce qui est nouveau, ils le faisaient depuis un certain temps, mais là ils sont de plus en plus organisés. En fait, grosso modo, eux aussi, maintenant ils tirent leur équivalent de Shahed très loin dans la profondeur, et l'un de ces drones a apparemment détruit un lycée ou une école, et dans laquelle il y avait bien sûr des jeunes gens, et ça c'est le coup de colère. Et la deuxième chose, c'est aussi la fuite en avant, montrer qu'il en a marre en fait, et comme il n'avance pas sur le terrain, qui reçoit des coups en permanence, c'est pour montrer qu'il a des capacités nucléaires. Chaque fois que Poutine est un peu en difficulté, il parle de nucléaire. Après, il y a des signaux intéressants ces dernières semaines. On voit que les exigences territoriales, par exemple, de la Russie commencent à être revues à la baisse. Effectivement, on voit qu'au niveau de la conquête territoriale, finalement, il n'avance plus, voire il régresse. Les derniers chiffres qui nous parviennent montrent que vous avez en ce moment 30 à 40 000 pertes russes par mois de soldats blessés ou tués. Dernier signal, c'était, on rapportait que Xi Jinping aurait dit à Donald Trump, quand il est venu le rencontrer juste avant la visite de Poutine, que Poutine pourrait finir par regretter son invasion en Ukraine. Voilà, selon les propos du président chinois, principal quand même allié ou backup de Poutine. En conclusion, on a l'impression, Général Duterte, que finalement c'est... comme le dit Mathieu à l'instant, c'est le président chinois qui a un peu les clés de tout ça. Les clés, y compris au Moyen-Orient, et les clés aussi en Ukraine ou en Russie. La séquence diplomatique à laquelle on a assisté à Pékin, c'est incroyable. Elle est presque unique dans l'histoire du monde moderne. C'est-à-dire que l'empereur de Chine reçoit non pas exactement de la même manière. Et pas de la même manière. Oui, si, on les voit, c'est exactement le même. C'est incroyable. Les États-Unis, qui est venu chercher Trump, est venu chercher quelque chose, il est reparti avec pas grand-chose, en tout cas rien de spectaculaire. Et Poutine qui était venu chercher un gazoduc qu'il n'a pas eu non plus. Et 5 jours après, qui repart avec rien. Et le président Xi Jinping, il regarde tout ce monde avec un peu de hauteur de vue. Et juste un dernier point, il nous reste 30 secondes, c'est un peu court. Mais en fait, les premières victimes de ça, ce sont les pays arabes, c'est les Émirats, Bahreïn, Bahreïn, ce sont eux, mais aussi l'Arabie Saoudite, finalement. C'est peut-être eux qui poussent Trump. Les Émirats, effectivement, le Koweït les Émirats, aussi, ils payent très cher. Et puis, on n'oublie jamais la population iranienne aussi. Oui, mais ça déjà avant. On espérait que Donald Trump puisse les libérer, mais ça n'a pas été le cas. Il les a plutôt abandonnés en race campagne. Merci, Général, d'être venu ici, le Général Patrick Duterte. Merci, Mathieu Jolivet.